Jean-Marc, vous nous emmenez sur les traces des hommes les plus riches. Non pas forcément actuellement, mais on prend un regard historique dans cette séquence. Vous allez nous emmener, j'ai dit, au bord d'un lac d'or. Non, pas d'un lac, d'une rivière d'or. Et aussi du côté du Mali. Exactement, oui. C'est une question que l'on pose régulièrement. Est-ce que les gens ont toujours été aussi riches qu'aujourd'hui? Est-ce que finalement on peut évaluer dans le temps le niveau de vie de la population et les niveaux de vie des gens les plus riches? Alors il y a un économiste statisticien de l'OCDE qui avait essayé de reconstituer le niveau de vie de la population dans le monde depuis Tibère. Pourquoi Tibère? Puisque c'est la période de Jésus-Christ, donc c'est le début un peu de l'ère moderne. Et donc, il avait d'ailleurs établi que en 1990, le PIB par habitant de l'Empire romain était le même à l'époque de Tibère que celui de la République centrafricaine, qui à l'époque était le pays le plus pauvre de la planète. Bon. Alors ça, c'est au niveau global. Au niveau individuel, effectivement, on peut considérer qu'il y a eu quand même deux phases dans l'histoire de la richesse des individus et des richesses individuelles. Il y a eu avant la révolution industrielle et avec la révolution industrielle. Mais on est dans la phase de révolution industrielle qui est marquée par le fait d'abord qu'on a des étalons de mesure. Les monnaies qui existent à l'heure actuelle existaient dans les années 1750-1760 quand ça commence. En tout cas, elles étaient là au 19e siècle. La référence par rapport au stock d'or, à la quantité d'or que permet d'acquérir une monnaie, permet de mesurer effectivement le niveau du pouvoir d'achat réel des gens. Et donc, on voit apparaître, par rapport à nos Elon Musk, Bernard Arnault ou Jeff Bezos, on voit apparaître des gens comme Andrew Carnegie ou John Rockefeller. Mais si on remonte dans le temps, avant la révolution industrielle, pour mesurer la richesse, on s'aperçoit que d'abord que la richesse est plutôt foncière et non pas consacrée et concentrée sur des aspects monétaires. Et quand elle est sur les aspects monétaires, elle est typiquement incarnée par la détention d'or. Et puis on s'aperçoit que dans la richesse foncière, il y a effectivement des terrains, mais il y a aussi les gens qui sont sur ces terrains, c'est-à-dire les esclaves. Et les esclaves, c'est une valeur patrimoniale au Moyen-Âge et en tout cas dans l'Antiquité. Et puis, il y a les troupeaux. En latin, d'ailleurs, pecunia, qui signifie l'argent, signifie aussi le troupeau. Alors, dans tous les personnages qui sont passés sous revue, celui qui est souvent mis en avant, effectivement, c'est un souverain malien du XIVe siècle qui s'appelle Mansa Moussa, dont on va, je pense, voir derrière vous un portrait. Oui, pour vous qui le suivez en image. Voilà, et donc le voilà. Donc c'est un personnage qui est associé systématiquement, on le voit sur ce portrait, à la détention d'or. C'est-à-dire que la zone qu'il contrôle est une zone où il y a énormément de mines d'or, qui existent encore d'ailleurs, certaines sont toujours en activité. Et le Mali du XIVe siècle correspond au Mali actuel? Il est plus vaste. Le Mali, c'est vraiment la zone qui est à l'heure actuelle, qui contient le Burkina Faso, le Mali, le Niger, c'est cette zone-là, et donc il est en commerce. On arrive à franchir le Sahara, et donc il est en commerce avec les pays d'Afrique du Nord, à qui il fournit effectivement, il achète des biens au travers de l'or qu'il détient, et puis il leur vend aussi des esclaves. C'est-à-dire qu'il fait fortune non seulement dans l'exploitation de mines d'or, mais aussi dans l'utilisation d'esclaves comme main-d'œuvre immédiate dans ces mines d'or et comme main-d'œuvre qu'il vend et qu'il fournit aux pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Et alors, on connaît son existence parce qu'il a fait un pèlerinage à la Mecque et il est passé par le Caire où il a impressionné par la quantité d'argent qu'il dépensait, par le nombre de gens qu'il accompagnait, le nombre de gens qu'il était à même de nourrir dans son entourage. Et donc, on a à partir de ces documents une évaluation de sa fortune. Les gens disent qu'il avait l'équivalent de 600 milliards de dollars convertis en dollars d'aujourd'hui. Alors, évidemment, c'est extrêmement difficile d'arriver à un chiffre précis et de conforter cette évaluation. 600 milliards de dollars d'aujourd'hui, qu'il aurait distribué entre le Caire, Médine et la Mecque, au point de faire d'évaluer l'or. Voilà, on aurait vu qu'il avait cette masse d'argent du fait que dans les libéralités, dans les sommes qu'il consacrait à son pèlerinage. Alors, sinon, le personnage qui est riche, de référence dans la culture occidentale, c'est Crésus. Donc Crésus est un roi d'un royaume qui est à l'heure actuelle. Donc Crésus a été abondamment représenté. Ici, vous avez une représentation relativement récente. Crésus est roi de Lydie. Lydie, c'est un royaume qui est dans la Turquie actuelle et il est célèbre pour avoir effectivement
frapper les premières pièces de monnaie, c'est-à-dire utiliser l'or non pas sous forme de lingots, sous forme de masse assez importante, mais sous forme de petites masses, c'est-à-dire de pièces avec un poinçon garantissant la quantité d'or qu'il y avait dans ces pièces. Alors, ce Crésus, pourquoi il avait de l'or? Non pas parce qu'il avait des mines, mais parce qu'il avait un fleuve dans sa capitale qui s'appelait Sardes, qui pouvait être orpaillé. Ce fleuve s'appelle le Pactole, et donc un pactole, c'est un endroit où il y a beaucoup d'or. D'ailleurs, jusqu'au début du XXe siècle, on écrivait pactole avec un P majuscule parce qu'on considérait que c'était un nom propre, ça se référait à un lieu clairement identifié. Alors pourquoi il y avait de l'or dans le pactole? Là, on passe du personnage historique de Crésus, dont on a la preuve de l'existence, qui a eu un destin assez bizarre puisqu'il a été vaincu par Cyrus, le roi des Perses, après avoir été condamné à mort par Cyrus. Cyrus finalement l'a gracié et en a fait son principal conseiller. Et donc Crésus avait cet or dans son fleuve parce que là on rentre dans la légende, dans la mythologie, un autre personnage qui s'appelle Midas, qui lui est roi de Phrygie, et ce roi de Phrygie avait rendu un service à Dionysos. Donc rendre un service à Dionysos, c'est un dieu, donc là on commence à rentrer effectivement dans des choses qui sont un peu plus contestables. C'est encore plus contestable que l'évaluation de la fortune du roi du Mali. Et donc Dionysos lui demande à Midas ce qu'il veut avoir comme récompense et il dit « Je veux transformer tout ce que je touche en or ». Immédiatement, Dionysos lui rend cette possibilité. Au sens propre. Au sens propre du terme. Sauf que le premier repas qu'essaie de prendre Midas, on lui apporte un poulet, le poulet devient un bloc d'or. Alors bon, très bien, il est un peu surpris, puis un deuxième poulet, et au bout de 3 ou 4 poulets qui sont transformés en lingots d'or, il s'adresse à Dionysos en disant « On s'est mal compris, c'est pas ça que je veux ». Et donc Dionysos lui dit écoute, je vais te laver de cette capacité. Et alors là, il y a 2 histoires. Il y a une histoire assez simple où Dionysos dit « Tu vas dans le pactole, tu trempes tes mains dans le pactole, et puis comme ça, progressivement, ça va te laver de ce don que tu as ». Et donc, en attendant que le lavage soit totalement accompli, sa capacité à tout transformer en or s'exerce sur le pactole, et au sein du pactole, on voit apparaître des paillettes d'or que va pouvoir récupérer Crésus. Alors il y a une histoire encore plus compliquée, c'est que le dieu, pour le laver, le plonge dans le pactole et il le tient par les oreilles. Et en le tenant par les oreilles, il tire ses oreilles, et Midas se retrouve avec des oreilles d'âne. Alors il a des oreilles d'âne dans une autre version. De toute façon, il a toujours des oreilles d'âne. Et donc, pour cacher ses oreilles d'âne, il met au point un bonnet. Et comme il est roi de Phrygie, ce bonnet qui couvre les oreilles devient un bonnet phrygien. Et donc, Crésus nous a apporté, d'une part, la référence à la richesse, et Midas, qui est derrière cette référence à la richesse, a apporté un autre symbole, qui n'est non pas un symbole de richesse, mais un symbole politique. Le bonnet phrygien, c'est le symbole de la République, c'est le symbole de notre République. Enfin, pardon, mais alors remonter aux origines du bonnet phrygien à Midas nous fait réaliser que ce bonnet n'est pas très glorieux, en fait. Non, il n'est pas très glorieux. En plus, le malheureux Midas, pour conclure sur la vie de Midas, qui est un personnage dont on n'a pas la preuve de l'existence. On pense que c'est plusieurs rois de Phrygie qui sont derrière ce personnage, alors que Crésus est un personnage qui est identifié et dont l'histoire est connue et reconnue. Et donc, Midas, perturbé par le fait qu'il a des oreilles d'âne, cherche à confier son secret à quelqu'un. Et donc, il a confiance en personne et il se va sur la plage, en Phrygie, sur une plage. Il fait un trou et dans le trou, il dit « Midas, le roi Midas a des oreilles d'âne ». Sauf que se confier à la plage, c'est se confier aux dieux. Et les dieux sont taquins. Et donc, chaque fois que le vent passe sur la plage, chaque fois que Éole souffle sur la plage, à ce moment-là, on entend dans la nature, tout autour de la plage, la voix d'Éole, la voix du vent qui dit « Midas, le roi Midas a des oreilles d'âne ». Et donc, la morale de tout ça, c'est qu'il faut choisir les gens à qui on confie ses secrets. Beaucoup trop d'enseignements autour de Midas.
Et oui, Midas, Crésus, et donc finalement, après tout, Andrew Carnegie et John Rockefeller, Elon Musk sont beaucoup moins folkloriques. Oui, beaucoup moins drôles. Enfin, quoique Elon Musk alimente quand même la gazette. Elon Musk peut être folklorique, mais pas de façon aussi forte. Il n'a pas encore rencontré Dionysos. Laissera-t-il une trace comme Midas? On verra ça. Merci beaucoup, Jean-Marc, de nous avoir emmenés dans l'Afrique, dans le Mali du XIVe siècle, Mansa Moussa. Est-ce que Mansa Moussa est l'équivalent de Crésus dans la culture européenne? Est-ce que Mansa Moussa a autant d'écho dans la culture du continent africain? Il a une certaine image, il a une certaine notoriété, mais au niveau mondial, Crésus reste quand même la référence. Alors Crésus, il vivait au VIe siècle avant Jésus-Christ, et donc il a aussi pour lui d'avoir une longue traînée de gens qui ont fait allusion à son destin et à sa vie. Merci beaucoup, Jean-Marc. J'espère que vous avez appris plusieurs choses comme moi, comme tous les mardis avec vous, Jean-Marc Daniel. Vous étiez notre coach aujourd'hui. On vous retrouve en podcast et en replay pour une bonne séquence de Culture G.